mots sur la viole de gambe. Alors nous venons de finir cette partie avec Diego Ortiz, que Benjamin vous a présenté. Alors Diego Ortiz, pour les gens qui jouent de la viole de gambe, le violiste, c'est un compositeur important, car c'est lui qui a écrit le premier répertoire pour la viole de gambe. Donc ça ne veut pas dire qu'avant on ne jouait pas de viole de gambe, ça n'est pas venu tout d'un coup avec Diego Ortiz, mais on jouait souvent de la musique écrite pour les chanteurs, par exemple, qu'on jouait à la viole. Voilà, on doublait les voix, on jouait en ensemble de viol au lieu de jouer avec des ensembles de chanteurs. Et Diego Ortiz, donc, il est important car il est la première personne à écrire un traité sur la viole de gambe, donc une méthode. Alors il y a très peu d'indications sur le jeu de l'instrument malheureusement, mais il dit beaucoup de choses sur la manière d'improviser. Ce que nous avons joué là, c'était des improvisations. Alors elles sont écrites par Diego Ortiz à titre d'exemple. Alors nous on les joue en concert, mais voilà, à l'époque on était capable d'improviser comme ça des choses comme celles qu'on vous a jouées. Alors voilà, il y a plusieurs exemples d'improvisation et il explique comment improviser sur différents types de basses, sur des chansons, etc. Donc c'est un traité très intéressant. Alors je vous présente l'instrument. Donc ici vous avez une basse de viole. Alors la viole de gambe c'est une famille d'instruments, comme d'autres familles, comme la famille du violon, les flûtes à bec, etc. Alors vous avez vu deux tailles. Hop, voilà, la petite qui est le dessus de viole, alors qui est un peu entre le violon et l'alto pour la tessiture. Et il y a plus d'instruments dans la famille des viols que dans la famille du violon. Là. Donc, dans la famille du violon, on a quatre le violon, l'alto, le violoncelle et puis la contrebasse, qui est un instrument un peu entre la famille des viols et la famille des violons. Et dans les viols, on a beaucoup d'instruments. Alors il y en a un plus aigu que celui-ci qui s'appelle le par-dessus, parce qu'il est encore plus aigu que celui-ci qui s'appelle le dessus. Il y a la viole alto, la viole ténor, les basses. Alors les basses, il y a plusieurs modèles. Là, c'est plutôt une grosse, on va dire. Et puis le violonnet qui correspond à la contrebasse. Alors Benjamin vous a parlé effectivement du fait que la famille des viols est cousine de la famille des luttes et des guitares. Voilà, alors c'est un petit accord. Voilà, nous avons un accord en quarte avec une tierce au milieu qui est pas au même endroit que sur la guitare. Et puis on a aussi des frettes, donc des barrettes sur le manche, comme dans les familles des luttes et des guitares. Et pour ce qui est de la technique de main gauche, alors là on s'en est pas trop rendu compte parce qu'on vous a joué du répertoire plutôt assez tôt dans l'histoire de la viole de gambe, mais vous allez voir dans les pièces qui seront vers la fin que c'est un instrument qu'on joue aussi en faisant beaucoup d'accords et voilà, qui est apparenté donc de ce fait à la famille des luttes. Et le répertoire de viol s'est beaucoup inspiré du répertoire des luttes au XVIIe siècle. Alors pour ceux qui ont vu mon archet, vous avez peut-être trouvé que je le tiens bizarrement. C'est pas ma technique personnelle, mais à la viole de gambe, on tient l'archet à l'envers du violoncelle, c'est-à-dire qu'au lieu de tenir la baguette, on a la main dans l'autre sens et on met les doigts sur l'écrin. Voilà, c'est une façon de tenir l'archet qui se trouve finalement sur presque tous les instruments à archet du monde entier, donc les instruments de musique traditionnels que vous verrez en Asie, dans le Moyen-Orient, en Afrique du Nord, etc. Les gens tiennent l'archet comme ceci. Et la viole de gambe vient du monde arabe, comme le luth d'ailleurs, et elles sont arrivées en Espagne avec les invasions du Moyen-Âge, et on a gardé cette façon de tenir l'archet. Alors juste un dernier petit mot, sur les cordes, parce qu'à l'époque on jouait sur des cordes en boyaux. C'était des boyaux de mouton ou de bœuf, et maintenant on rejoue sur des cordes en boyaux. Évidemment, quand la viole de gambe a disparu à la fin du XVIIIe siècle, elle s'est éteinte avec ses cordes, et maintenant on la rejoue avec des cordes en boyaux. C'est pour ça qu'on s'accorde souvent, parce que évidemment on passe beaucoup de temps à s'accorder, des fois même plus de temps à s'accorder qu'à jouer.
avec des pièces extraites d'un recueil de danse traditionnelle anglaise qui ont été recueillies au XVIIe siècle par un éditeur londonien qui s'appelle John Playford, qui a été un grand éditeur au XVIIe et qui a eu la bonne idée de collecter un peu partout en Angleterre tous ces airs qui circulaient depuis très longtemps pour certains. Et il en a fait un recueil donc, qui sont des airs à danser, prévus surtout pour être joués par le violon, qui était l'instrument des maîtres à danser. On dansait surtout, c'était pratique, on pouvait montrer les pas en tenant l'instrument. Donc les violonneux ou aussi les maîtres à danser jouaient du violon et faisaient danser les gens. Donc ici, on les joue avec un dessus de fiole et Benjamin a rajouté une basse parce que la basse n'existe pas, il n'y a que la mélodie. Et voilà, vous allez les entendre, j'espère que ça vous donnera envie de danser.
voici arrivé à la dernière partie, donc la partie française. Alors, tout d'abord avec une pièce de théorbe de Robert de Vizier. Tout à l'heure, j'ai dit que Louis XIV jouait de la guitare lui-même. Donc, Robert de Vizier a été un de ses maîtres de guitare. C'était aussi un des grands théorbistes de la cour de Louis XIV. Et c'est un de ceux qui nous a laissé c'est lui qui a laissé le plus de pièces de théorbe qui sont dans différents manuscrits. Et ensuite, nous avons 2 pièces de Marat Marais. Alors, peut-être un certain nombre d'entre vous ont vu ce film qui est sorti maintenant il y a une vingtaine d'années, Tous les matins du monde, avec Gérard Depardieu dans le rôle de Marat Marais. Voilà, donc les deux pièces que nous jouerons à la fin sont dans le film. Donc, ça vous rappellera l'image du film. Oui, et quand même un petit mot sur le théorbe, parce que c'est peut-être le plus étrange de tous les instruments ce soir. Alors, le théorbe, en fait, c'est un instrument de la famille des luths. Donc, la famille des luths, c'est les instruments qui ont une forme comme ça, avec une coque derrière. Et puis, une table avec une rosace ornée, parfois plusieurs. Donc, sur les théorbes, comme la table un peu plus grande, il y en a souvent 3. C'est un instrument qui a été inventé à la fin du XVIe siècle, en Italie. C'est une période importante dans l'histoire de la musique, puisque c'est l'époque où est en germe ce qui va devenir l'opéra au début du XVIIe siècle. Donc il y a des recherches qui sont effectuées dans certains milieux érudits en Italie pour créer une nouvelle forme. Là-dessus, on a aussi fait des recherches dans le domaine instrumental pour transformer les instruments. Et on a inventé, donc, par exemple, le théorbe. Parce qu'on a cherché un rythme qui puisse accompagner les chanteurs. Donc, les chanteurs, disons, qui n'étaient plus directement à côté des instrumentistes, mais qui étaient sur scène en train de chanter en jouant comme des acteurs. Et on a voulu des instruments un peu plus sonores pour les accompagner. Voilà, donc le théorbe, c'est une des expériences qui a été faite. On a eu l'idée, en fait, on voulait un instrument plus grave, mais pour avoir un instrument plus grave, il faut le rallonger. On ne veut pas le rallonger à l'infini, on peut plus. L'idée, ça a été d'avoir un manche en 2 parties. Une partie sur laquelle on joue avec la main gauche, et une partie plus grande sur laquelle sont montées des basses, et seulement, on joue seulement à vide, c'est-à-dire seulement avec la main droite. Voilà, pour les cordes basses. Et ensuite, on joue l'accord qui est particulier, qui est proche de la guitare, c'est la, ré, sol, si, mi, la. Et avec cette particularité, je vous fais écouter. Voilà, donc les 2 cordes qui devraient être aiguës, sont baissées d'une octave. On fait un instrument qui est toujours dans le médium ou le grave, ce qui était très apprécié en particulier en France. On trouvait que le théorbe était idéal pour accompagner parce qu'il ne passait jamais au-dessus des voix.